Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir. On va parler d'un thème que nous avons déjà abordé par le passé, il n'y a pas très longtemps, mais vu son importance, on a jugé utile de revenir dessus. Il s'agit de notre production céréalière et ça tombe bien étant donné que la campagne moisson-battage au sud du pays a été lancée. Pour assurer le bon déroulement de l'opération de la campagne prévue pour ce mois ou le mois de juin pour les wilayas du Nord et les hauts plateaux, le ministère de l'Agriculture a annoncé l'installation des commissions locales composées des autorités publiques et des acteurs du secteur de l'agriculture. Elles seront chargées du suivi et de l'évaluation de la campagne moisson-battage 2022. Cette opération vise essentiellement à fournir des données réelles sur la situation de la filière céréalière en Algérie afin de prendre les mesures nécessaires pour corriger les lacunes existantes et qui entravent son développement. C'est ce qu'a indiqué en tout cas le communiqué du ministère de l'Agriculture. Autrement dit, il s'agit aujourd'hui de constituer des bases de données qui permettront d'établir une politique agricole plus efficace pour le développement de ce secteur névralgique. Je ne vous rappellerai pas que notre pays est un très gros importateur de blé tendre. La facture d'importation est aussi importante. Nous dépendons donc des fluctuations sur le marché international. Pour en parler ce soir, nous accueillons sur ce plateau M. Ali Zoubar. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur central de la régulation et du développement des productions agricoles au niveau du ministère de l'Agriculture. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Nous accueillons également M. Abdelghani Ben Ali. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les spectateurs aussi. Merci. Vous êtes le secrétaire général et vice-président du Conseil national interprofessionnel filière céréales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous accueillons également professeur Brahim Mohouch. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'École supérieure d'agronomie, professeur en sécurité alimentaire et membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également. pour l'invitation. Alors ma première question, bien sûr, on va parler de cette actualité du lancement de la campagne moisson-battage donc au sud du pays. D'abord, Monsieur Zoubar, nos attentes pour cette année. Cette année, bien entendu, va être un peu une année particulière par rapport aux années précédentes, parce que tout simplement cette année, nous avons un travail en commun, notamment avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, pour, vous l'avez dit, pour un recensement exhaustif de toutes les exploitations agricoles et pour arriver à une optimisation de la production céréalière et collecter le maximum de cette production. Surtout que, comme vous le savez, la conjoncture internationale actuelle ne nous permet pas d'avoir un petit peu le produit à l'international comme on a l'habitude de l'avoir. Oui, il y a des tensions aujourd'hui. C'est une tension mondiale. Hein. Tous les pays revoient aujourd'hui leur politique de production de céréales. Donc il y a une réelle volonté aujourd'hui de collecter, comme vous le disiez, d'optimiser au maximum la collecte des céréales chez nous. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour avoir l'adhésion de tous les agriculteurs. Je vous donne donc la parole à vous, Monsieur Benali, qui le représentez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a justement cette adhésion aujourd'hui pour tout vendre aujourd'hui à l'OAIC? Effectivement, ça fait maintenant des années que nos agriculteurs, et en coordination avec le ministère de l'Agriculture et les CCLS et l'OAIC, il y a un grand travail de coordination qui a permis l'adhésion de nos agriculteurs en vue de livrer toute la céréale, et on n'a pas autre alternative que ça. Surtout que la prise en charge devient meilleure chaque année par rapport à l'expérience acquise au niveau des CCLS. C'est vrai qu'il y a des années précédentes, il y avait un manque de prise en charge, mais nous voyons maintenant de plus en plus, via la nouvelle décision de notre ministère d'intégrer le ministère de l'Intérieur par rapport à cette collecte, cette chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure prise en charge, qui nous donne meilleure confiance. Certes, il y a d'autres facteurs qui nous fait, dans un cadre patriotique, d'aider notre pays et de sauvegarder l'intérêt de notre pays. C'est ce qui nous donne encore ce courage à y aller travailler rigoureusement et avec volonté pour l'intérêt national et la sécurité alimentaire. Il est primordial aujourd'hui, puisque vous êtes aussi professeur en sécurité alimentaire, d'augmenter le volume de collecte des céréales chez nous. On n'a plus le droit justement à enregistrer ces pertes que nous enregistrions par le passé. Effectivement, madame, cet aspect de collecte est l'une des étapes de l'itinéraire technique de chaque culture, et particulièrement nos céréales, parce que si le mode
la méthode de récolte n'est pas faite comme il faut et au moment voulu, eh ben, on peut aller à des pertes qui sont parfois très importantes, qu'on peut donner comme chiffre. Mais si on s'y prend à l'avance, donc du point de vue date de récolte, l'utilisation des machines, réglage des machines, et aussi le mode de transport et de stockage, et l'après-stockage est très important parce que on peut pratiquement perdre beaucoup de récoltes, pour ne pas dire tout parfois, si c'est mal stocké. Et c'est très important, d'autant plus que cette année, avec le manque d'eau, je parle du nord, hein, pas pour le sud, parce que le sud, c'est l'irrigation intégrale. Donc le nord, la culture a subi un choc durant l'installation, mais à mon avis, vu les pluies qui sont tombées ces derniers mois, je pense qu'on a rattrapé une bonne partie de ce Elles ne sont pas tombées trop tard non, c'est finalement, non, c'est pas trop tard. Il y a des étapes dans une culture. Oui. La culture, là où elle a souffert, c'est la période d'installation. C'est vrai qu'elle a subi un choc énorme parce qu'on a eu 2 mois et demi de sécheresse et juste au moment de la levée et des débutalage. Ceci n'a pas été fait dans de bonnes conditions. Mais heureusement, à partir du mois de février, fin janvier, début février, ça a commencé à pleuvoir et ça a commencé à pleuvoir d'une manière très régulière et d'une manière très calme. On n'a pratiquement pas vu depuis une dizaine d'années des pluies aussi bien réparties dans le temps et en intensité, et ceci à rattraper parce qu'il suffit de voir la verdure qu'il y a actuellement. Tout ce qui est couvert végétal, il se porte très bien et je pense qu'on a rattrapé pas mal de ce qui risquait d'être perdu, surtout si on prend au sérieux la dernière période, c'est ce qu'on appelle la période de récolte, transport et stockage. Oui. Alors on parle donc du sud où la campagne a débuté, on s'attend à des prévisions favorables ou pas. On sait que l'année précédente a été très mauvaise pour nous due à la sécheresse, contrairement à celle d'avant. Est-ce que cette année, on sait que le coup est parti, hein, parce que les mesures sont venues peut-être après et qu'on ressentira l'impact réel pour les prochaines campagnes de moisson-battage. Comment vous sentez-vous cette campagne? Bon, cette campagne... Est-ce qu'on a des estimations? Bon, les estimations au niveau du ministère de l'Agriculture, nous tablons sur une collecte à peu près de 2,2 millions de tonnes, donc toutes espèces confondues, des céréales. Bien sûr, cette campagne... Alors 2,2 millions de tonnes, ça correspond à quoi? 22 millions de quintaux. Oui, voilà. Donc est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Pour expliquer à nos chers téléspectateurs, on est dans la moyenne, pas dans la moyenne encore. Voilà. L'objectif initial qu'on s'est fixé au départ, c'était les 30 millions de quintaux. Ouais. Et par la suite, comme vous le savez, les conditions climatiques qui ont fait que on a passé pratiquement, comme l'a dit mon collègue, plus de 2 mois sans qu'il pleuve. Donc tout ça a impacté, bien entendu, toutes les cultures, toute la culture céréalière. Donc évidemment, les objectifs sont revus à la baisse. Donc, mais c'est quand même, il y a un rattrapage à travers, bien entendu, les pluies printanières, qui sont d'ailleurs les meilleures pour les céréales. Donc ça a permis un petit peu à la végétation de lever. Et aujourd'hui, bien entendu, comme je l'ai dit, on table sur des estimations à peu près de... 2,2 juste pour le sud ou pour toute la campagne? Pour toute la campagne, bien sûr, toute la campagne. Et bien évidemment, ça, c'est maintenant, c'est à partir de maintenant qu'on peut... parce qu'il y a en fait, il y a 2 estimations qui se font. Il y a une estimation quand la culture est en vert, à la levée, et il y a aussi une estimation qui se fait juste au mois de juin, c'est-à-dire juste à quelques jours avant les moissons battage. Donc, et ça, on ajuste bien entendu nos statistiques. Mais en général, nous tablons sur ce chiffre au niveau. Donc on reste quand même un peu loin des objectifs aujourd'hui. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu cette installation de commission avec les autorités locales. Aujourd'hui, il est important à ce qu'on puisse géolocaliser, identifier les producteurs pour avoir une idée plus large et plus précise de nos capacités et de tous nos produits. Tout à fait. Nous avons travaillé avec nos collègues du ministère de l'Intérieur. Nous avons mis même une application informatique donc, qui nous permet un petit peu au niveau local de saisir les données
en temps réel. Bien sûr, ce travail est en train de se faire. La première étape, c'est le recensement de toutes les exploitations céréalières. Et la deuxième étape, bien entendu, c'est la collecte, parce que c'est la collecte qui nous intéresse. Oui. Après, bien entendu, c'est la traçabilité du produit. Nous allons, notamment en collaboration avec les professionnels, ça c'est bien entendu, arriver à collecter le maximum de la production nationale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont dans l'obligation de vendre leurs produits à l'OAIC ou comment allez-vous agir? On sait qu'il y a eu augmentation quand même intéressement par rapport à l'augmentation des prix à la vente. Comment allez-vous agir pour justement collecter le maximum? Je pense aujourd'hui, avec les prix quand même qui sont, d'ailleurs, c'est des décisions du président de la République, dans l'ordre du Conseil des ministres du mois d'avril 2022. Donc, je pense avec ces prix attractifs, d'augmentation de ces prix attractifs, donc je pense que l'agriculteur va évidemment se diriger vers les CLS. Le CLS, oui, pardon. Alors, évaluer les superficies, les rendements, géolocaliser aujourd'hui toutes ces superficies céréalières. On parle beaucoup de cette cartographie. On en a parlé la dernière fois aussi lors de notre émission. Vous disiez que le travail a été fait. C'est important aujourd'hui de connaître notre potentiel pour pouvoir penser à l'améliorer ou à l'augmenter. Effectivement, comme vient d'expliquer mon collègue, c'est que lorsqu'on on met en place une culture, le suivi, surtout lorsque c'est du genre céréaliculture ou grande culture, qui est très dispersé, et il y a relativement beaucoup d'espèces pour toutes les grandes cultures, y compris les fourrages, les légumes secs et les céréales, mais aujourd'hui on parle de céréales. Lorsqu'on suit une culture, actuellement il y a des moyens pour le suivi. On peut actuellement, par satellite, on peut estimer, et avec beaucoup de précision, nos surfaces cultivées et même l'état de la culture, parce qu'il y a un mois de cela ou un mois et demi, il y a eu une alerte qui disait que pratiquement toutes les céréales étaient un peu sous choc, sous stress hydrique. Heureusement, 15 jours après, il y a eu relativement beaucoup de pluie. Finalement, ça se corrige. Et comme l'a dit mon collègue, c'est qu'on corrige au fur et à mesure. Parce que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pluie, et si au bout de 5, 6 jours ou 10 jours, il y a un apport d'eau, la culture va changer de comportement. Et il faut prévoir, donc au jour le jour, et corriger au jour le jour la culture jusqu'à la récolte. Et même après la récolte, comme je viens d'expliquer, parce qu'il y a la récolte, il y a le mode de transport, il y a le stockage temporaire, il y a le stockage définitif. Tout ça doit être bien huilé avant de commencer la campagne. Il faut agir en amont. Hein. Exactement, parce qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs. Peut-être qu'on aurait pu commettre les années d'avant, parce que cette année, les céréales sont comme de l'or, sont très importantes à travers le monde entier. Celui qui a le peu de céréales qu'on a, il faut qu'elle soit bien chouchoutée pour ne pas être perdue. Oui. Alors, M. Benali, on parle d'une estimation de 2,2 millions de céréales pour la collecte de cette année en estimation. On est loin donc de nos prévisions et de nos objectifs. Où est-ce que le bas blesse? Où est-ce que ça ne va pas? D'abord, j'aimerais revenir sur quelque chose concernant inciter ou forcer un agriculteur à livrer. L'agriculteur, il a toujours livré son blé, surtout quand ça concerne le blé dur, parce qu'il n'y a pas d'autre marché à part la CCLS. On a toujours livré le blé dur pour la CCLS et même le blé tendre. C'est vrai que les années précédentes, il y avait quelques perturbations par un marché parallèle et par une consommation excessive pour le bétail. Les prix n'étaient pas attractifs, chose qui n'est pas d'actualité maintenant. Et surtout qu'il y a la crise mondiale où l'agriculteur, c'est un bon citoyen, c'est un bon partenaire citoyen et patriote. Il va livrer, surtout qu'il n'a pas d'autre alternative. Maintenant, peut-être que chaque agriculteur, par rapport à la traditionnelle, il va laisser 2, 1%, 3% chez lui pour subvenir aux besoins de consommation familiale ou sadaqa ou l'achor et tout ça. Maintenant, concernant
l'objectif de 2,2. Maintenant, ça reste toujours un objectif. Peut-être on va dépasser, peut-être que ça va être moindre. Moi, je vais dire quelque chose. Le côté ouest, cette année, il a été mieux irrigué par la pluviométrie. Et ce qui est encourageant, quand j'appelle... beaucoup de sécheresse. Oui, c'est des années de sécheresse. J'ai appelé mes amis à Tiaret, Rélisène. Ils sont vraiment satisfaits de leur culture. C'est encourageant. On sait bien qu'il y a des meilleures données. J'ai même appelé, parce qu'ils ont commencé à cultiver, à collecter au niveau de Adarar. Oui. Ils disent que c'est une très bonne année. J'ai posé la question pourquoi. Ils nous ont dit parce qu'il y a eu moins de chaleur et ça a permis que la céréale se comporte mieux. Il y a eu un meilleur rendement. Je parle beaucoup plus sur le blé dur parce que généralement, en Algérie, nous allons à grand pourcentage vers le blé dur. Deuxième potentiel, c'est l'orge. Et en troisième potentiel, c'est le blé tendre. Maintenant, on peut remédier à tout ça par rapport à certains intérêts ou pas intéressement plutôt. C'est vrai que déjà, le prix attractif qu'a décidé le président de la République, même s'il est venu en retard. Je connais beaucoup d'agriculteurs qui ont semé, même tardivement, parce qu'ils avaient des cultures précédentes, telles que la pomme de terre et tout. Ils ont semé, ils étaient encouragés parce qu'ils ont vu. Mais malheureusement, ce prix-là, il y a une fluctuation mondiale qui a changé toutes les données actuellement. Maintenant, les engrais, et on est en train de réfléchir pour l'année à venir. C'est vrai que personnellement, je me dis qu'on peut y arriver à avoir ce 2,2, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais c'est déjà quelque chose. Déjà, notre besoin pour le blé dur, c'est 1,8 besoin national. On sera dans l'autosatisfaction. Si on va produire 1,8 million de quintaux, déjà, on n'aura pas besoin d'acheter. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de l'importer, de l'exporter plutôt. Pour exporter, on doit valoriser et faire plus de production. Voilà. Maintenant, concernant la quiétude de cet agriculteur, c'est l'année qui va venir. Déjà, on voit l'augmentation des prix, on voit le prix réel du marché international, il est double par rapport à notre blé. On aimerait bien que notre pouvoir public nous encourage encore plus, surtout dans cette période, parce que rien n'est perdu. Comme ça, on va collecter un grand maximum, surtout ce qui concerne l'orge. Parce que l'orge, si on couvre le marché de l'orge, demain, nos bêtes trouveront quoi manger et ça va équilibrer. Comme ça, on n'aura pas de fuite d'autres sur le marché parallèle. Voilà. Alors, on parle de nouvelles mesures d'encouragement et de soutien aux producteurs en lien avec l'obligation de résultats sur la base de contrats de performance. Oui, tout à fait. Bien entendu, surtout avec l'augmentation des prix des céréales, notamment pour le blé dur qui est passé de 4 500 à 6 000 dinars et du blé tendre qui est passé de 3 500 à 5 000 dinars et les orges qui sont passées à 3 400 dinars. Donc, ces prix-là sont attractifs. Donc, en plus de cela, bien entendu, notre département ministériel, bien entendu, travaille sur des mécanismes d'autres soutiens, parce qu'il n'y a pas que le prix. Pour pouvoir suivre l'itinéraire technique, je pense qu'il faut aussi d'autres moyens. Il y a beaucoup de charges. Voilà, exactement. De toute façon, il y a d'autres soutiens aussi, c'est-à-dire qui sont indirectement, au-delà du soutien à la production, il y a d'autres de soutiens indirects. Si je cite le machinisme agricole, les engrais, sur la problématique des engrais que le président d'ICNIF a cité tout à l'heure, nous sommes en train de travailler au niveau de notre département ministériel, comment trouver des mécanismes pour justement ne pas avoir le revers de la médaille, parce que ça ne sert à rien d'augmenter le prix des céréales d'un côté et les intrants augmentent de l'autre, donc ça un petit peu, ça neutralise ce prix-là. Donc nous sommes en train de travailler avec les autres secteurs concernés pour trouver des solutions adéquates pour que justement la campagne prochaine soit menée d'une manière
avoir de bons résultats. On parle de soutien aujourd'hui important à l'agriculteur. On est à 17 quintaux l'hectare en moyenne. C'est bien cela pour la production. On cherche à l'augmenter. On parle de cet itinéraire technique dont vous parlez depuis tout à l'heure. Il est important de le soutenir puisque l'agriculteur a aussi des charges importantes derrière. Mais il y a aussi une mauvaise formation peut-être de l'agriculteur. Je ne dirais pas qu'il y a une mauvaise formation, mais c'est plutôt, il faut appeler les choses par leur nom. C'est que les subventions, l'augmentation des prix, c'est des stimulants incroyables, il n'y a pas de doute. Mais si on reste toujours dans l'ancienne agriculture d'il y a 100 ans, on ne pourra pas évoluer. L'Algérie, actuellement, doit être à la page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire de l'agriculture intelligente. Le smart agriculture. Et le smart agriculture, il y a des pays qui font du 120 quintaux à l'hectare. Nous sommes à 17. Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse 120, parce que notre climat, notre milieu ne nous permet pas de faire du 120. Il ne faut pas se leurrer. Oui. Mais si on... 17 en moyenne, parce qu'il y a ici des régions qui enregistrent un plus fort taux, donc c'est là qu'il faut cibler. Après, il y a des gens qui font 80 quintaux à l'hectare, mais c'est exceptionnel. Mais disons du 40 ou 45 quintaux à l'hectare à Adrar, on le fait facilement. Mais au nord, on est pratiquement dans cet ordre d'idée, 17 ou 18 ou disons ou 16. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'agriculteur, en plus des intéressements qu'on fait, que font les responsables à l'échelle nationale, il faut que l'agriculteur prenne au sérieux son agriculture, son activité. Comment qu'on la respecte? C'est en respectant l'itinéraire technique. L'itinéraire technique, il a une dizaine ou une quinzaine d'opérations. Si il les respecte comme il le faut, il n'y a pas de doute, il ne va pas faire du 17 quintaux à l'hectare. Parce que 17 quintaux à l'hectare, madame, je peux vous le dire qu'actuellement, c'est pas économique de faire du 17 quintaux à l'hectare. Si on fait le calcul comme il faut... Avec les charges à côté, finalement, on est perdant. Avec toutes les charges qu'il y a, et on attend 7 mois pour les... Ce qui décourage l'agriculteur aussi de s'orienter vers cette filière. Exactement. Donc, pour nous rattraper, il faut essayer de grignoter un petit peu et d'être plus rigoureux dans notre comportement et de faire tout ce qu'on doit faire, on doit le faire comme il le faut. Alors comment, justement, inciter l'agriculteur à suivre à la lettre l'itinéraire technique? Vous avez parlé de formation. Oui, l'agriculteur, on ne va pas lui dire on va vous former pour respecter l'itinéraire technique. Oui. Il est vrai que les médias peuvent aider un petit peu. Et ils le font d'ailleurs. Les publicités sur les engrais, sur les désherbages, ça peut aider l'agriculteur, surtout si on le fait par spéculation, par filière. C'est très important, ça aide l'agriculteur. Si on dit à l'agriculteur que à partir du 15 du mois d'avril, le risque de sécheresse peut se poser, l'agriculteur, normalement, il doit se préparer. Et je dirais quelque chose de très important, qu'en agriculteur, en Algérie, celui qui fait des céréales, des grandes cultures, et il s'attend toujours au ciel, et il y a beaucoup de risques. Celui qui a la possibilité de l'avoir, il faut se préparer à l'avance pour faire au moins une irrigation. On connaît notre climat aride à semi-aride. Voilà, une irrigation, disons, de rattrapage, parce que si on sème au mois d'octobre, novembre, et s'il n'y a pas de pluie, si quelqu'un a les moyens de faire une irrigation, ça peut lui permettre de c'est l'irrigation d'appoint qui est préconisée. À sa culture de s'installer comme il faut, en attendant les pluies, parce que les gens qui ont irrigué, je connais certains culteurs actifs qui ont irrigué au mois de décembre, ils n'ont pas connu beaucoup de problèmes parce que la culture s'est bien installée. Il y a eu les pluies qui sont arrivées, ils ont rattrapé tout ça. Mais je reviens le mot clé que tout le monde connaît, tous les spécialistes connaissent, c'est le respect de l'itinéraire technique. Chaque culture a son itinéraire technique, il faut le respecter. Oui, M. Benaï. J'aimerais intervenir par rapport à notre professeur. C'est vrai que l'itinéraire technique doit être respecté. Mais j'aimerais expliquer une chose. On a 3 formes d'agriculteurs. Et ce qui nous tire vers le bas, c'est-à-dire c'est les agriculteurs aléatoires qui font de l'orge pour leur bétail. Comment ils font? Ils ne font ni itinéraire technique, ni labour profond, ni préparation de sol. Il y a encore des semis à la volée. Il n'y a pas que ça, semis à la volée. Ils ne mettent pas d'engrais de fond, ils ne cherchent pas vers l'irrigation d'appoint, il n'y a pas d'engrais, d'engraissement, il n'y a rien du tout, même pas les fongicides. Pourquoi? Il a une superficie 100, 200, 300 hectares. Pour lui, et ça, ce qui l'intéresse, c'est le pâturage. Et ceux-là qui nous tirent vers le bas, et on le retrouve généralement dans les grandes steppes ou les moyennes steppes, avec des rendements de 3, de 4 à 5. Par contre, quand on parle d'un agriculteur qui fait le blé dur, je connais un tas, c'est des amis au conseil. Pour nous, notre minimum, c'est 40 à l'hectare.
on peut pas concevoir, on peut pas, je parle des zones nordiques, des zones nordiques, on peut pas parler d'emblavure céréales, blé dur si on fait moins de 40 hectares, parce que c'est pas rentable. Et je connais à Guelma, à Sogaras, à Constantine, il y a des gens qui dépassent de beaucoup ce chiffre-là. Et au sud dans le blé dur, parce que quand on parle l'international, c'est le blé tendre qu'on fait 120 et pas en moyenne. La moyenne mondiale, c'est 45, 50 à l'hectare. Alors maintenant, il ne faut pas nous taxer de non-respect de l'itinéraire technique. Et de l'autre côté, si on parle itinéraire technique, il faut me donner les moyens de faire cet itinéraire technique. Moi, je ne vais pas payer un engrais à 31 000 dinars le quintal et vous me dites qu'il faut 3 quintaux à l'hectare en engrais de fond et faire une analyse de sol, je ne sais pas où est-ce qu'elle doit se faire. Ce n'est pas tout le monde qui sache ou là qui sait ou là. Même l'INSID n'a pas les moyens d'aller toucher tous les agriculteurs là où ils sont et tous ces paramètres là, ce n'est pas au détriment le céréalier ici ce qu'il doit faire. Mais motive-moi pour ça. Et la preuve, elle est là. Il y a eu des agriculteurs qui ont emblavé le mois de février parce qu'il y a eu la décision du président de la République. On est très content. Il n'y a pas que pour la céréale, mais pour les légumineuses. Et on espère qu'il y aura d'autres initiatives par rapport aux oléagineuses. Maintenant, il y a une crise mondiale. On la voit venir, nous, en tant que producteurs. Mais je ne vais pas travailler à perte. Il faut m'encourager à travailler même avec un gain minimal, mais je vais faire sur la rentabilité et augmenter mes rendements pour gagner un peu plus. C'est-à-dire que vous attendez à ce qu'il y ait au moins un certain équilibre économique. Vos charges aujourd'hui. C'est ça le problème. Et on va y aller vers d'autres charges plus graves. On va y aller vers d'autres charges plus graves. Il va y avoir des augmentations peut-être demain sur les énergies. La main-d'œuvre, n'importe quel ouvrier demande plus parce que le pouvoir d'achat, il est de plus en plus difficile. Et n'oubliez pas, madame, qu'un céréalier a besoin de manutentionnaires, de chauffeurs et d'énergie. Et tout ça, ça englobe. Et on a peur, sincèrement, on a peur. C'est vrai qu'on voit une belle année venir. Elle est là, elle est devant nous. On l'a palpée, on sait. À Tiaret, Rilizen, même à Tlemcen. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont contents. Peut-être qu'on a eu un petit problème de sécheresse au niveau de Guelma, un stress. Il y a d'autres phénomènes de mauvaises herbes aussi. La sécheresse a touché Mila et Constantine. C'est vrai, mais ils vont faire face. Ils vont faire face, mais encouragez-nous. Je demande au pouvoir public de nous voir d'une autre manière, de nous encourager à produire, surtout que c'est stratégique, c'est vraiment stratégique. Notre pays a besoin qu'on produise plus. Alors, pas que notre pays, on parle aujourd'hui de food power, c'est devenu un pouvoir aujourd'hui au niveau mondial. Vous disiez tout à l'heure que vous pensiez, vous travaillez en tout cas sur des moyens pour agir aussi sur les charges des agriculteurs. Vous pensez aussi à réduire la TVA, à prendre en charge aussi plus leurs préoccupations pour les encourager à aller vers cette filière. Madame. Il y a aussi les équipements. Il y a un grand problème des équipements, il y a un grand manque. Oui, bien entendu. D'ailleurs, notre ministre a mis un chantier en ce moment de la révision pratiquement de tous les dispositifs de soutien de l'État dans la céréaliculture. Donc, il y a en ce moment même des ateliers qui se font sur cette filière qui concerne tous les secteurs, et notamment même ceux de la recherche qui sont impliqués. Donc, quand je dis tous les secteurs, c'est beaucoup de secteurs qui, aujourd'hui même, on a fait une réunion dans ce sens. Donc, il y a tout un travail qui se fait et, bien entendu, nous tenons compte de toutes ces doléances des professionnels. Les pouvoirs publics restent attentifs à ces appels, parce que nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y a aussi beaucoup de subventions aujourd'hui qui sont supportées par l'État et qu'aujourd'hui ça fait encore des dépenses supplémentaires. Mais si on a une vision stratégique et que les pouvoirs publics veulent aller vers une nouvelle stratégie de l'agriculture, il faudrait peut-être renforcer les moyens. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il est temps d'agir sur l'itinéraire technique qui est très important, parce qu'il faut agir sur la productivité, c'est-à-dire il faut agir sur les rendements. Aujourd'hui, ce n'est pas normal de rester effectivement à ce rendement de 17 quintaux à l'hectare. Il faut évidemment accompagner les professionnels de manière à ce qu'ils produisent
qu'il fasse des rendements supérieurs à la moyenne nationale qui existe aujourd'hui. Et je pense que c'est à la portée des professionnels, comme l'a dit le professionnel lui-même, si on met à sa disposition tous les moyens nécessaires. Alors aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de cette culture ou de cette conduite culturelle et traditionnelle chez les agriculteurs qui est assez ancienne. Il n'y a pas d'équipement, vous le disiez. On parle de cette façon de semer à l'ancienne qui n'est pas bonne aussi pour les cultures. Comment comptez-vous agir là-dessus? Est-ce que c'est un souci de mentalité? Est-ce qu'il y a un manque d'accompagnement des agriculteurs? Vous disiez les instituts ne sont pas aujourd'hui capables d'agir réellement sur... Faute de moyens. Faute de moyens, voilà, bien sûr. Ils sont là et ils Comment sont agir à ce niveau-là? Les pousser justement à suivre un itinéraire technique correct, à acquérir les bonnes machines, les bons éléments. Justement, là, comme je l'ai dit, la réflexion elle est lancée, les travaux se font. Et il y a d'ailleurs même une refonte des statuts de ces instituts qui sont justement très anciens et qui ne répondent pas aux besoins actuels. Donc tout ça, il y a tout un travail, tout un chantier qui est ouvert dans tous les sens pour justement arriver à encadrer notamment cette filière, la sériculture. C'est ça, c'est l'encadrer, l'accompagner. Voilà. On parle aussi de l'appauvrissement de plus en plus de nos sols, puisqu'il n'y a pas aussi de rotation culturelle nécessaire qui est importante à prendre en compte également. Effectivement, ça c'est très important à mettre en relief. Nous avons en Algérie, nous avons des instituts, donc qu'on appelle les instituts techniques, qui ont un potentiel très important, humain, très important. Malheureusement, comme vous venez de le dire, ils n'ont pas assez de moyens pour agir. Mais si ils ont un minimum pour agir, j'en suis sûr et certain qu'ils participeront à cette amélioration, cette lancée d'amélioration. Parce que lorsqu'on parle d'importation et de consommation céréales, c'est notre ration alimentaire pratiquement journalière, les céréales chez nous. Et le seul moyen, il ne faut pas seulement miser sur, il faut produire plus, parce qu'il faut produire plus. Mais il y a des méthodes pour produire plus, parce qu'on peut agir sur l'élargissement ou l'augmentation des surfaces dans la mesure du possible, ce qui est un peu difficile chez nous avec le manque de pluie. Il y a des surfaces qui sont limitées par la pluviométrie, mais il y a aussi le comportement et la ration alimentaire. Je crois qu'il est temps de commencer à parler de revoir notre mode de consommation. Exactement, mode de consommation. Si seulement chaque année on diminue un petit peu les céréales de 5% ou de 4%, ça, vous n'allez pas me dire que ça va influencer le citoyen sur ça. Mais au bout de 20 ans, on aura diminué. C'est important pour 75 millions de quintaux, c'est ça, c'est énorme quand même. Est-ce que nous consommons réellement toutes... 75 millions, madame, il faut leur ajouter, ça les animaux. Ouais. Les animaux consomment au moins 30 millions. Oui. 30 millions avec tout ce qu'il y a comme... on fait mais est-ce qu'on a sur ce que nous consommons réellement? Il doit y avoir beaucoup de gaspillage derrière. Il n'y a pas de doute. Je pense, j'ai dit tout à l'heure avant le plateau, je pense qu'il y a une bonne partie qui part quelque part. Je ne vais pas dire ce que c'est, tout le monde le sait. Bon, on a le marché parallèle, on a le gaspillage, c'est ça, il faut agir. Donc si on fait attention à ce problème de fuite de l'Algérie, si on donne un petit peu d'importance à notre ration alimentaire, qui, même du point de vue santé, c'est très important. Les céréales, c'est très mauvais pour la santé. Donc si on essaye d'un petit peu de diminuer, à titre d'exemple, les Allemands consomment 40 kg de céréales par jour, par an. Nous consommons, je dis avec les pertes et avec tout ce qu'il y a comme problème, de l'ordre de 230 kilos par personne. C'est énorme. On consomme pratiquement 3 fois plus. Si on pouvait, au bout de 20 ans ou 25 ans, diminuer ne serait-ce que de 30 ou 40%, et si on améliorait le rendement en atteignant 25, 30 quintaux à l'hectare, croyez-moi qu'on peut pratiquement ne pas importer. C'est très important. Il ne faut pas croire qu'il y a une seule question qui peut être posée. Il y a beaucoup de choses il y a aussi les pertes, il y a les gaspillages, il y a aussi le prix de ces céréales. S'il y a 6 millions existe actuellement, avec 6 000 dinars, je pense que c'est déjà pas mal pour cette année. Mais je pense que pour le futur, vu le prix à l'échelle internationale, je crois qu'on peut aussi augmenter les prix pour stimuler... Il y a l'augmentation de la population, la demande sera de plus en plus importante avec les crises actuelles. Exactement, il y a le standing. Ça risque de devenir une denrée rare, après, difficile à acquérir. Il y a le niveau de vie, mais il ne faut pas oublier que nos céréales sont limitées par un facteur extrêmement important. Alors il ne faut pas l'oublier. C'est le manque d'eau et sa mauvaise répartition dans l'espace et dans le temps.
Malheureusement, nous sommes dans le MENA, le Middle East North Africa, qui est la zone la plus sèche du monde. Donc il faut qu'on se comporte comme des gens qui vivent dans cette zone-là, qui est soumise à ces aléas du climat. Est-ce que justement l'agriculture saharienne peut être une alternative, vu que là on ne parle pas de problèmes d'eau, mais peut-être d'autres facteurs comme l'énergie ou le transport? Effectivement, c'est une alternative, c'est la seule qui nous reste. Et nous, je l'ai dit d'ailleurs ici dans ce plateau, l'Algérie a cet atout, alhamdoulilah, on a une nappe. C'est peut-être la plus grande, la plus élevée, la plus importante du monde. Nous avons 50 000 milliards, bien sûr, à se partager avec les Tunisiens, nos amis tunisiens et libyens. Mais, donc c'est un atout. Mais il faut faire attention pour ne pas dire que moi j'ai dit ça. Alors, il faut utiliser cette eau à bon escient. Pourquoi? Parce que les forages ont été interdits récemment, d'ailleurs, justement. Certaines régions ne peuvent pas utiliser toutes les eaux. Parce qu'en dehors de l'ouest, le sud-ouest algérien, cette eau est un peu salée. Donc il faut faire attention si on l'utilise. Deuxièmement, elle est chaude. Il faut les infrastructures pour le refroidir. Et elle n'est pas renouvelable. Bon, disons que c'est pas un problème. Mais elle est parfois très chère. Si, c'est un problème. Elle n'est pas renouvelable. Hein. Ça reste quand même... 50 000 milliards pour que ça disparaisse. Nous avons encore devant nous quelques années. Il faut des milliers d'années. Mais il y a aussi la profondeur. Parce que du côté de Hassim Saoud, il faut creuser 2,5 km pour arriver à la nappe. Alors que fait Adrar, parfois avec le Poclin, on peut avoir cette eau. Et ça, c'est très important comme facteur de production. À Adrar, pourquoi tous les gens veulent aller vers le sud-ouest, le grand sud-ouest? Parce que la nappe n'est pas très profonde. N'est pas très profonde. Elle est plus ou moins salée. Et elle n'est pas très salée comme ça. Plus ou moins. À moins de 3 grammes. Et elle n'est pas chaude. Elle n'est pas chaude. Donc c'est des atouts importants. Donc le grand sud-ouest, il faut foncer dessus parce que c'est la seule route de secours qui nous reste. Bon, en plus... Il faut spécialiser les zones. Aujourd'hui, selon nos terres, nos sols. Il y a la spécialisation. Il y a des zones où le sol est très faible. Comme mon collègue vient de le dire, exactement, c'est un rappel à l'ordre, le sud, ce n'est pas un sol qu'on a. On a un substrat inerte. Donc celui qui ne maîtrise pas la fertilisation, il ne pourra jamais faire de bon rendement. Parce que le sable qu'il y a au sud, pratiquement toujours, c'est beaucoup de sable. Donc ce n'est pas un vrai sol. Il ne participe pas, il est inerte. Donc les engrais qu'on utilise doivent être bien utilisés. Voilà, c'est comme une hydroponie. Une hydroponie, c'est comme une culture sans sol. Donc ça aussi, il faut vraiment mettre... Il y a le calcaire des fois qui bloque le développement. Donc il faut une maîtrise. On parle de l'importance de la maîtrise aujourd'hui. Il faut une maîtrise. Il faut une maîtrise pour pouvoir réussir dans le Sahara. Vous disiez, monsieur Zobar. Et je disais que, bien entendu, nous avons fait le zonage en ce qui concerne notamment la culture des céréales. Bien sûr, selon les zones agroclimatiques, bien entendu, il y a une répartition. Probablement lors de la prochaine campagne labour-semence, il sera mis en œuvre. Et bien entendu, même les soutiens de l'État probablement partiront vers ces zones-là. Ces zones-là sont caractérisées, bien entendu, par une pluviométrie quand même très intéressante. Et là, on la nature du sol, j'imagine, également. La nature du sol également. Et bien entendu, on cible selon les régions la nature de l'espèce qu'il faut à telle région et à telle région. Quelles sont les régions les plus favorables aujourd'hui pour la culture des céréales? On peut, au nord, il y a beaucoup de régions, bien entendu, il y a beaucoup de régions, notamment l'est du pays, qui est favorable notamment au blé dur et même au blé tendre. Contrairement à l'ouest où beaucoup plus les orges qui sont favorables pour la culture. Donc tout ce travail-là est en train de se faire au niveau de notre département ministériel, mais je reviens à la formation. La formation, c'est très important. Vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, c'est pas une école qu'on ouvre, c'est l'accompagnement, c'est ce qu'on appelle l'assistance technique de proximité. Donc, à travers le plan qu'on est en train d'élaborer pour la céréaliculture, donc bien sûr, nous imaginons bien entendu de mettre en place des équipes d'accompagnement des céréaliculteurs, d'assistance technique de proximité des céréaliculteurs, de manière à suivre les céréaliculteurs, c'est-à-dire sur le plan de l'itinéraire technique. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, et mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, que sans le respect de l'itinéraire technique, on ne pourra jamais augmenter le rendement des céréales. Quand bien même vous allez apporter, je ne sais pas, des engrais, etc. Mais si vous ratez un maillon de l'itinéraire technique, vous avez toute vos cultures, vous ratez. Donc
ce qui fait que vous aurez des rendements. Pourquoi pas aller vers les bons. instituts de formation professionnelle, carrément au sud, essayer d'élargir les formations envers les agriculteurs? On en a, madame. On en a suffisamment. Il faut mettre les moyens. Bien sûr, au sud, il y a l'ITIDAS, il y a beaucoup de... Après, c'est les moyens et les charges des C'est le problème, agriculteurs. les moyens qu'il faut mettre en place. Il y a des universités au sud. Mais on parle de la maîtrise aussi de la technique qui est importante. Il n'y a pas que ça. La technique, c'est les moyens, madame. Il faut impliquer aussi Il y a la volonté de l'agriculteur également, non? Non, je suis volontaire quand il y a les moyens. il faut impliquer aussi la recherche. Absolument, j'allais en venir à la recherche scientifique. L'introduction des nouvelles technologies qui peuvent influencer sur les rendements, etc. Oui. Tout ça, bien entendu, doit être pris en charge et on l'espère, avec la prise en charge de tous ces paramètres-là, on arrivera à avoir des rendements très importants. Si vous plaît. Oui. Pour dire l'envie de l'agriculteur vers la recherche ou vers le scientifique ou vers l'accompagnement technique. Dans le cadre des commissions techniques et qu'on a fait les ateliers, le conseil interprofessionnel et nos céréaliers ont proposé jusqu'à 50 dinars de déduction, 50 dinars par quintal, en vue de les donner aux instituts et à la recherche. Il n'y a pas de mécanisme pour, c'est ça. C'est ça. Nous aimerions encourager cette recherche et cet accompagnement technique, sachant qu'ils n'ont pas les moyens. J'ai fait plus de 40 wilayas avec le DG de l'INSID pour faire savoir l'itinéraire technique et le mode de gestion de l'eau et tout. Et nous avons bonne écoute des agriculteurs, mais je sais les moyens, c'est-à-dire c'était d'autres moyens. Je sais comment on a fait déplacer cet institut pour aller. C'était des mois. On a fait ensemble même chez Zoban, on a fait des wilayas ensemble. Et on connaît les moyens. S'il n'y a pas une prise en charge d'institutions ou d'un agriculteur, on ne pourra pas. Et c'est pour ça qu'on doit mettre les moyens. Le pouvoir public doit changer son attitude envers cette recherche, envers ce développement, en mettant les moyens en place. Même moi, je cherche à faire des rendements. Mon envie, j'aimerais faire du 80 à l'hectare. Il faut qu'il y ait rentabilité derrière, bien sûr. C'est cela. Aujourd'hui, Monsieur Mouhouch, vous êtes donc membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. Vous êtes une force de proposition. Vous dépendez entièrement ou directement de la présidence de la République. Quel est aujourd'hui votre rôle dans ce sens-là? Vous pouvez agir sur quel... Notre rôle, c'est effectivement ce qu'on vient de dire, et on va approfondir un petit peu, c'est que c'est l'accompagnement de ce domaine de science et de technologie. Tout ce qui sera décidé, Inch'Allah, au Mustaqbal, il sera bien étudié et à bon escient par tous les spécialistes dans le domaine, et non seulement étudié pour qu'il soit applicable sur le terrain, il y aura aussi le retour. Il y aura un bilan de ce qui a été décidé, de ce qui devait se faire, qui sera fait par des spécialistes aussi, et on fera un bilan de ce qui a été fait sur ce qui a été proposé. Ouais. Je ne dis pas que ce système n'existait pas, il existait, mais je crois qu'actuellement, on aura beaucoup plus de rigueur dans la réalisation de ceci. Il y a aussi la notion d'application et de bilan de réalisation de ce qui est décidé à haut niveau pour tout ce qui est de la recherche et de la technologie. Je dirais un mot sur la recherche et la technologie. Il faut dire qu'en Algérie, ce domaine-là, il est bien pourvu. Tous les enseignants-chercheurs et les chercheurs permanents, ils connaissent tout ce qu'on vient de dire maintenant particulièrement. Est-ce qu'on maîtrise par exemple les ressources génétiques, parce que les semences aujourd'hui sont importantes dans ce domaine-là? Effectivement, malheureusement, et oui, il y a une sorte de lessivage. On avait des ressources phytogénétiques qui étaient très importantes à un certain moment. Actuellement, j'ai l'impression qu'on est en train de stagner, mais je pense que les autorités donc ils ont mis ça sur le paquet pour reprendre cette activité de remettre en cause tout ce qui a été fait dans ce domaine-là de génétique et d'amélioration pour les semences. Aujourd'hui, c'est un élément clé pour. Ça, je voudrais juste intervenir. Justement, on pense au niveau du ministère de l'Agriculture, bien entendu, à introduire bien sûr des espèces, parce qu'aujourd'hui, on a le problème de pluviométrie. Donc,
on n'a pas la notion de semis d'hiver et de semis de printemps. Comme cette année, on a fait un semis de printemps. Oui, c'est ça. Mais avec des espèces peut-être qui sont d'hiver. Oui. Donc là, il faut justement la réflexion au niveau de la recherche pour avoir des espèces s'adaptant aux semis d'hiver quand il y a des pluies, et d'espèces s'adaptant aux semis de printemps quand il y a Donc c'est là que la recherche scientifique peut agir. En attendant d'installer, bien entendu, tout le système d'irrigation d'appoint qui nous permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'irriguer. Et puis aussi mobiliser tous les secteurs. Hein. Il y a aussi les ressources en eau. Nous n'utilisons pas aujourd'hui toutes nos capacités, toutes nos ressources. On parlait de ces stations des eaux usées que nous pourrions aujourd'hui utiliser pour l'irrigation. Nous n'utilisons que 5%. Effectivement, malheureusement, on a un potentiel énorme de stations de récupération des eaux, de rejet. On a de l'ordre, ça dépend des statistiques, de l'ordre de 1,3 milliard mètres cubes. Eh bien, les pays développés, je ne veux pas citer les pays, mais il y a des pays qui réutilisent jusqu'à 87% de ce potentiel. Si on réutilisait seulement 50% chez nous, eh bien, ça nous fait déjà 700 millions de mètres cubes. Et 700 millions de mètres cubes, ça représente 30% de ce qui est potentiel utilisable pour l'agriculture. C'est extrêmement important. On peut irriguer jusqu'à 350 000 hectares. C'est extrêmement important. Alors je sais que M. Benali, vous disiez tout à l'heure que cette eau n'est pas bonne pour toutes les cultures, mais ça nous fait des économies importantes quand même. Il y a le décret de 2012 qui stipule exactement quelles sont les cultures qui doivent être irriguées à partir de ces stations. On ne va pas irriguer la salade avec ça, ou bien les fraises avec ça. Il y a des cultures qui peuvent s'adapter et avec lesquelles qui peuvent être irriguées avec ces eaux. Et le monde entier le fait. Là, on ne le fait pas. Bon, je sais que ça viendra. Je sais que ça viendra parce que... Si on n'utilise que 5%, ça veut dire que tout le reste est rejeté à la mer? Mais il ne faut pas oublier, madame, que ce qui est rejeté à la mer, initialement, les stations de récupération, c'est pour protéger l'environnement. Ça, c'est bien fait. Parce qu'on traite les eaux et on les jette dans la nature. C'est pour la biodiversité. Parce que si on jetait les égouts directement, il n'y aurait même pas de biodiversité au fil de l'eau. Ben, on aura déjà protégé l'environnement. Mais on aurait bien voulu, au lieu de jeter cette eau, les réutiliser, les optimiser. On la réutilise, bien sûr, en respectant le décret de 2012 qui stipule quelles sont les cultures, une à une, qui peuvent être utilisées. Je voudrais ajouter un mot sur cette utilisation de l'eau. Il ne s'agit pas d'utiliser l'eau pour l'utiliser. Il faut valoriser l'eau, madame. Il faut valoriser. Parce qu'un mètre cube d'eau, mondialement connu, un mètre cube d'eau qui est utilisé en irrigation de complément de céréales, ça doit produire tant. Parfois, on ne fait pas attention à cette notion de valorisation de l'eau. Il faut valoriser le mètre cube d'eau. Le mètre cube d'eau, c'est de l'argent qui est mis sur terre. Eh bien, il faut qu'il ramène l'équivalent. Il ne faut pas aller jusqu'à... avec l'obtention de résultats, c'est ça, atteindre des objectifs, atteindre des résultats. Pour ça. Toujours, si vous permettez, c'est toujours dans le même ordre d'idée. Et il faut bien introduire aussi les grandes infrastructures, les barrages hydro-agricoles, c'est-à-dire dédiés directement à l'agriculture. Donc ça, c'est avec nos collègues du ministère des Ressources en eau, il faut qu'on y travaille pour arriver à ça. Oui. Alors il y a des experts qui préconisent, vous serez peut-être d'accord, l'introduction d'une prime d'incitation à l'irrigation agricole pour les céréales. Ce qui pourrait un peu soutenir leur charge. Non. Maintenant, déjà les équipements pour l'irrigation d'appoint, ils ont été revus à la hausse. Les prix de référence, c'est vraiment très intéressant. Peut-être qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a cette prime, il y a la géomembrane pour les stockages d'eau, peut-être qu'il y a un manquement pour faire des retenues corénaires pour les moyens agriculteurs. On doit instaurer ça parce que la nomenclature, on ne la trouve pas, vu que le drainage de l'eau dépend de l'hydraulique. Maintenant, il doit revenir vraiment à l'agriculture. Inciter, non. On peut trouver une autre solution. Disons que faire un K40, un agriculteur qui produit un produit plus de 40 quintaux à l'hectare aura une prime. Déjà, si on a un bon rendement, ça veut dire qu'on a un bon produit. Ça marche comme ça. On peut pas avoir un très bon rendement sans avoir une qualité de grain de très bonne qualité. Ça va ensemble. Et pour ça, on peut encourager cet agriculteur
à avoir une prime en plus s'il produit une certaine quantité selon les résultats atteints. Selon un résultat atteint. Mais aussi, on doit s'autosurveiller, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de détournement. Bien sûr, agir là-dessus. Si vous le permettez. Bien sûr, il nous reste 5 minutes, on va clore le débat avec un dernier tour de table. Même pas 5 minutes. Pour être objectif, on a parlé souvent de céréales. Malheureusement, chez nous, les céréales, c'est le plus grand problème. Mais il ne faut pas oublier que tous les autres secteurs de l'agriculture fonctionnent bien. Enfin, il faut le connaître. Alhamdoulilah, les légumes, le marché, c'est un peu cher, c'est vrai. Mais on n'a pas de problème de manque de produits. Il faut reconnaître ça. C'est très important, même à la limite, s'il n'y a pas de céréales. C'est ça, c'est modifier son comportement de consommation. Non, mais on produit beaucoup de légumes et de fruits en Algérie. Il faut le connaître. Il n'y a que les céréales et les légumes secs. Nous consommons beaucoup de blé, de céréales. Il n'y a que les légumes secs, les céréales, le lait et un peu les huiles et les sucres qui sont un peu... C'est-à-dire ce que vous dites, quoi, qu'il ne faut pas forcément aller vers la céréaliculture si il n'y a pas un bon... Non, si on doit changer notre comportement... Quelqu'un qui n'est pas du métier, il va croire que c'est la catastrophe en Algérie. Que des choses négatives. C'est vrai qu'il faut développer la céréaliculture parce que nous dépendons de l'étranger à 70%. Mais il faut reconnaître que les agriculteurs, ils ont d'autres activités qui sont très bonnes. Valoriser aussi les autres activités. Il n'y a pas que les céréales dans la vie. Oui. Dernier mot, Monsieur Zoubar vous revient. J'insiste sur au moins 3 points. C'est celui de l'organisation professionnelle. Donc, à chaque fois, j'en parle. En coopérative, sur les coopératives. Donc, il est très important. C'est-à-dire, c'est un outil un petit peu qui permet la formation, notamment des agriculteurs. Également, les mécanismes de financement. Il ne faut pas que le professionnel soit dépourvu de mécanismes de financement propres à lui, parce que ce n'est pas la même chose avec un industriel ou un opérateur dans le bâtiment, etc. Ce n'est pas la même chose. Même les crédits de campagne, il y a une réflexion pour les rendre un petit peu, pour les rallonger. Donc, le troisième point, bien entendu, il faut la synergie de tous les acteurs. Absolument. Pour l'agriculture, c'est très, très important. Oui, il y a plusieurs secteurs qui entrent. Bien entendu. Les ressources en eau, l'énergie, le ministère de l'Intérieur, comme il a été sollicité cette fois-ci. Oui, merci. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention et puis j'espère que nous réussirons à améliorer nos rendements pour les années futures. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci.